Nigeria, le peuple a faim. Les manifestations paralysent le pays depuis déjà plusieurs jours. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ici sur Vox Live, cette émission qui décrypte l'actualité africaine. Cette émission qui s'intéresse à toutes les problématiques en lien avec les Africains. Mesdames et messieurs, je serai entourée pour cette émission avec Monsieur Abdou Fleur. Vous êtes juriste médiateur ainsi que président de Cap Expérience. Bienvenue à vous. Merci, bienvenue. On continue avec Monsieur Jacques Mounambo Koumba. Vous êtes ingénieur géologue ainsi que analyste politique. Bienvenue à vous. Merci, bonjour Aïssatou. Et on continue avec Armand Iré. Vous êtes journaliste. Bienvenue encore une fois à vous. Merci Aïssatou. Merci de m'accueillir sur ce plateau de Vox Africa. Alors aujourd'hui, on s'intéresse au Nigeria. À l'instar du Kenya, maintenant c'est le Nigeria où vraiment la cherté de la vie a fait que le peuple a décidé de descendre dans les rues pour pouvoir manifester tout simplement leurs problématiques concernant la vie chère dans ce pays. Alors, mesdames et messieurs, vous le savez, à chaque émission, on donne la parole à nos invités avec une certaine carte blanche. Alors, on vous la donnera, mais à la fin de cette émission, si le temps nous le permet. Alors, première question, satisfaire les exigences de la Banque mondiale, du FMI, ou au contraire, tout simplement donner à manger à son peuple, satisfaire les volontés de son peuple? Il semble que le président Tinubu a choisi. À votre avis, a-t-il fait le bon choix? Il est évident qu'il faut satisfaire les besoins de son peuple, parce que, comme on le dit souvent, les dirigeants doivent leur pouvoir par le consentement du peuple, parce que c'est le peuple qui est souverain. Donc il est important que lorsqu'on dirige un pays, il faut d'abord diriger le pays en bon père de famille, en tenant compte des exigences et en améliorant aussi les conditions de vie de son peuple. Donc aujourd'hui, il est évident qu'au Nigeria, effectivement, il y a ce petit problème-là qui pousse un peu aux jeunes, sinon à la population de manifester, indépendamment de leur volonté, mais parce que tout simplement, c'est la cherté du coût de vie. Et ensuite, on observe aussi quelques prix élevés au niveau de carburant qu'on reviendra tout le temps le long de cette émission. Et je me dis que il faudrait que le président puisse avoir un œil attentif sur ce peuple-là qu'il a élu, qu'il a voté. Et donc, il leur doit vraiment un compte rendu tout à fait légitime par rapport à la gestion qu'il mène de ce pays. En tout cas, tendre l'oreille, écouter les besoins, entre les attentes du peuple, c'est primordial et ça, on le sait. Pour le coup, on parlera tout à l'heure de la prise de parole du président Tinubu. Mais en même temps, on se dit, il est président de la République. Le Nigeria doit faire face aussi à une économie qui avait des difficultés. Donc, il doit peut-être éventuellement se conformer aux organisations internationales, la Banque mondiale, le FMI, pour pouvoir éventuellement, avoir des fonds, avoir des lignes de crédit. Donc il est un peu déchiré finalement. C'est-à-dire qu'il y a le peuple qui demande non, attention aux mesures que vous prenez parce que ça a un impact direct sur nous, mais en même temps, il y a le président qui a une vision plutôt, macroéconomique de la situation. Avant tout, il faut donner à manger aux Nigériens. C'est ça le plus important? Ils sont fatigués du riz appelé afatatata. Ce riz... sans goût, pâteux. Sans goût, mais très dur. Il est très dur même à la cuisson. Donc il faut le préparer plusieurs fois. Tinubu a été élu par le peuple nigérien. Sur quelle base? Sur quelle base pour le coup? Sur un programme? C'est pour qu'il puisse manger. Parce qu'aucun président ne peut se faire élire s'il ne promet pas de rendre son peuple heureux. C'est la vraie question. Alors, à quel prix? Oui, mais au lieu de s'enfermer dans des idéaux macroéconomiques ou bien dans des structures macroéconomiques, il faut qu'il trouve la parade nécessaire pour que son peuple puisse manger. Il a pris des mesures. Mais est-ce que ces mesures aujourd'hui ont un véritable impact, puisque les gens continuent de mourir à Lagos? En tout cas, la Banque mondiale et le FMI semblent plutôt contents des mesures prises par donc le président. Donc les 162 millions de Nigériens qui tirent le diable par la queue et qui brûlent leur cerveau pour trouver à manger, on les banalise, on les met au placard et puis... ils sont contents parce que le FMI et la Banque mondiale sont heureux, c'est ça? Bonne question. Monsieur
ventre affamé n'a pas d'oreille, comme on a l'habitude de dire. Alors, la première exigence d'un dirigeant, quel qu'il soit, c'est de répondre aux besoins de sa population. Et l'un des besoins primaires, c'est vraiment manger à sa faim, boire. Si un peuple ne peut pas manger à sa faim, ne peut pas boire, qu'est-ce qui lui reste comme arme? C'est tout simplement les manifestations. Mais votre question m'a fait sourire parce que ça m'a rappelé l'ancien président du Sénégal, Abdou Diouf, qui disait que j'ai gouverné dans la douleur en parlant justement des ajustements structurels vers les années 90. C'était très compliqué. Mais aujourd'hui, il faut faire un choix et je ne suis pas sûr que c'est pour satisfaire aux exigences du FMI, de la Banque mondiale, qu'il a essayé de réformer. Il faut rappeler que le Nigeria, plus grand pays de l'Afrique, notamment de l'Ouest, première économie, en Afrique de l'Ouest, fait face à plusieurs difficultés. Indépendamment de cette question des manifestations liées à la vie chère, le Nigeria fait proie quand même à un djihadisme très chronique depuis très longtemps. Ajouté à cela la service de la dette qui est très élevée. Le Nigeria dépend en grande partie des hydrocarbures. Si le Nigeria augmente, plutôt supprime les subventions liées aux hydrocarbures, c'est des entreprises en faillite. Beaucoup d'entreprises, surtout les petites entreprises, ont déposé la porte à la clé. Et ajouter à cela aussi une inflation galopante de 40%, c'est quand même extraordinaire. Et moi, toute cette situation, que ce soit au niveau du Nigeria, que ce soit dans d'autres pays africains, me fait penser tout de suite à cette fameuse question des États-Unis d'Afrique. Cette unité, cette union sacrée que doivent avoir les États africains à tous les niveaux, surtout sur le plan économique. On y reviendra peut-être dans les débats, mais le fait que la dette soit, le fait que plutôt la monnaie soit flottante, en est une illustration. Si aujourd'hui, on était dans une dynamique d'une monnaie unique africaine, je crois que la monnaie ferait plus face à ce choc que connaît le Nigeria aujourd'hui. Pour le coup, c'est un constat que vous faites. Moi, je veux des réponses claires concernant pourquoi aujourd'hui Tinubu décide plutôt d'écouter, d'avoir une vision macroéconomique plutôt que d'écouter son peuple et donner à manger son peuple. Pourquoi ces réformes structurelles, il continue, il les impose, il considère que c'est indispensable pour l'avenir du Nigeria et finalement qu'il n'entend pas l'appel des manifestants. Pourquoi ? Il faut tout simplement rappeler qu'un président, avant d'être président, c'est un candidat qui souvent a un programme, qui fait des promesses, qui a été élu sur la base d'un programme et qu'il essaie tout simplement de dérouler. Et pourtant, j'ai répondu en amont, je ne suis pas sûr que c'est pour... C'est pour qui alors? Vous n'êtes pas sûr. Vous êtes pour qui alors? C'est pour soutenir son économie, c'est pour développer son pays, c'est pour chercher des solutions pour un pays qui fait face plutôt à beaucoup de défis. Vous êtes d'accord avec beaucoup de défis? Oui et non. Pourquoi? Parce que déjà, lorsqu'on est président de la République, pour un pays comme le Nigeria, c'est un mastodonte. Il faut quand même rappeler, le monsieur l'a dit tout à l'heure, nous avons les hydrocarbures qui contribuent d'ailleurs à plus de 80% à l'économie du pays. Et nous avons une démographie assez forte. Mon compagnie venait de le souligner, plus de 100 millions d'habitants. Et ça crée un marché... 200 millions d'habitants, ça crée un marché vraiment énorme en interne. Et ça, c'est déjà des avantages pour ce pays-là. Et ensuite, le véritable problème qui se pose, le véritable problème de fond au Nigeria, c'est que c'est une question de vision politique. C'est-à-dire que le président actuel qui se trouve au Nigeria, c'est que c'est un président, on peut dire entre guillemets, qui n'a pas vraiment, mais du moins... qui ne nous présente pas les signaux d'un homme d'État qui voudrait être au service de son pays. J'explique pourquoi. Tout récemment, on vient de voir l'homme d'affaires Ali Dangote, qui avait été pénalisé avec l'affaire du pétrole, où voilà, ça fait couler beaucoup d'encre. C'est vrai, vers la fin, ils ont trouvé un peu quelques compromis, mais on voit très bien qu'un entrepreneur qui est nigérien et qui met en place une grande raffinerie, voulant raffiner le pétrole, pour que le coût du pétrole soit vraiment à un prix vraiment très 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 bas, que cela puisse profiter vraiment au peuple nigérien, il a été bloqué dans son élan. On lui a mis les bâtons dans les roues. Pourquoi? Parce que en fait, le président a préféré vendre ce pétrole-là à l'extérieur. Vous voyez très bien. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas cette attitude-là de vouloir être au service de son peuple. Donc, pour vous, les décisions qui ont été prises, à savoir, on a dit, soit on écoute le peuple, soit on écoute pour le coup des institutions internationales, des recommandations,
il écoute qui finalement? Non, à l'heure actuelle, on va dire, mais c'est très clair, on peut dire qu'il écoute les institutions internationales. Parce que, voilà, on venait de le dire tout à l'heure, le président de la République, lorsqu'il est aux affaires, la première des choses, c'est quoi? Mais il y a d'abord un élément qui est très très important, qui nous permet d'évaluer un peu le bien-être de la population. Mais c'est aussi simple que cela. Ça s'appelle l'IDH, l'indice de développement humain. Et lorsque j'ai fait mes recherches pour le cas du Nigeria, mais il est très faible. Donc on voit très bien que la population croupit dans la misère la plus absolue. Alors c'est un pays qui est très cher. Et qui est considéré comme l'une des plus grosses économies africaines. Qui a le pétrole et tout le reste. Vous voyez? Donc là, il y a déjà un problème. Et le minimum que recherche un peuple partout au monde, que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe et tout, c'est que la première des choses, le peuple a besoin de se nourrir, de se soigner, de se vêtir, de se loger et de se déplacer. Et si ces 5 éléments-là ne sont pas pris en compte, dites-vous que vous êtes un gouvernement qui manque de vision politique, qui manque d'idéal. Et c'est important de dire que ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui, effectivement. C'est-à-dire que M. Tinebou prend la suite. Tout à fait. Justement, c'est ce que je voulais dire, parce qu'il est élu l'année dernière, donc je ne suis pas sûr que tous les problèmes du Nigeria commencent avec lui. C'est à ce titre que je disais qu'il n'a pas peut-être enclenché ces réformes pour satisfaire à une quelconque organisation. C'est plutôt un cocktail de défis qui fait qu'aujourd'hui, il est dans cette situation. On se le rappelle, Buhari a été élu son deuxième mandat ou premier sur la base de la lutte contre la corruption. Et aujourd'hui, l'un des défis auxquels le Nigeria aussi est confronté, c'est vraiment cette corruption, surtout au niveau des hydrocarbures. Un grand pays exportateur de pétrole. Et je pense que c'est plutôt là où on doit trouver la solution, diversifier un peu l'économie nigérienne. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. 80% de l'économie est basée sur le pétrole. Et tout le monde sait que le pétrole dépend aussi des fluctuations. Donc, ils n'ont pas la maîtrise en fonction du prix du baril, en fonction des crises mondiales. Le pétrole peut augmenter comme peut diminuer de prix. Armand Yeri, vous pensez quoi de la situation? Ce que je veux dire, c'est que Tinubu a pris le Nigeria, il a pris les rênes du Nigeria avec beaucoup d'entrain. On a été heureux de son élection parce qu'on s'est dit que le Nigeria est revenu à de mauvais sentiments et qu'il a laissé au placard les coups d'État intempestifs qui ont jalonné les années dans ce pays. Et donc pour moi, Tinubu était une pièce maîtresse pour faire évoluer le peuple du Nigeria. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On se dit que il joue pour lui-même en quelque sorte, ou bien il veut laisser une trace indélébile dans on va dire dans la grande société, si vous voulez, occidentale, celle qui gouverne le monde en général. C'est-à-dire la Banque mondiale, le FMI. Il préfère marquer ces institutions internationales plutôt que de marquer son peuple, que de marquer son positivement. C'est ce que je veux dire. Maintenant, on a beau dire que oui, le Nigeria est confronté à des difficultés sur le plan de la guerre, tout et tout. C'est des difficultés qui ont existé depuis la nuit des temps, mais ça n'a pas empêché le Nigeria d'évoluer et de ne pas faire face à des émeutes comme ça a commencé le 1er août. Donc, la faute revient à Tinubu. Il faut qu'il retombe sur ses pattes. Il faut qu'il chasse réellement les corrupteurs parce qu'il a fait arrêter le président de la Banque du Nigeria. Il a fait arrêter le président de la Banque du Nigeria. Aujourd'hui, celui-là est sous le coup d'un procès qui va avoir lieu, mais pour l'instant, il a payé une caution, donc il est libre. Et il est même allé jusqu'à envoyer le EFCC dans les bureaux de Dangote. Donc, si vous voulez, c'est un méli-mélo qui ne l'arrange pas du tout. Il veut s'en prendre à des gens qui détiennent l'économie nigériane, mais pourquoi exactement? C'est la question qu'on va se poser tout au long de cette émission. Et donc, on va revenir. Il faut dire que le Nigeria n'a jamais connu une crise aussi importante que celle qu'elle vit aujourd'hui, durant les 3 dernières décennies. Donc, on insiste dessus. Ça a mené à de nombreuses manifestations et surtout à de nombreux morts qu'on déplore ici. Et c'est pour ça que le président même a pris la parole. Donc, on va revenir vraiment, on parle à nos téléspectateurs. Aujourd'hui, quelles sont les principales mesures qui ont été prises et qui ont entraîné donc, ces manifestations? Donc on l'a dit, la cherté de la vie, les denrées alimentaires ont explosé, donc multiplié par 3. Le retrait de la subvention. Le retrait de la subvention, on peut en parler, il faut vraiment expliquer à nos téléspectateurs qui nous regardent, le retrait de la subvention, ça veut dire que depuis très longtemps, l'État nigérian subventionnait le carburant, c'est-à-dire et il subventionnait le carburant, c'est-à-dire que
par exemple, si le carburant coûte à la pompe 60 francs, l'État payait par exemple 40 francs et le consommateur payait le reste. Donc voilà un peu la subvention de l'État. Et comment on explique cette mesure-là Alors, quand l'économie n'arrive plus à supporter la subvention, naturellement, on la fait sauter. Et la conséquence, c'est ce qu'on voit, des prix qui sont multipliés par 3. Il y en a qui disent même 4. Ce n'est pas espérer qu'on l'a fait sauter, ce n'est pas pour contenter certaines personnes, on va dire, qui églosent à partir de Washington ou de je ne sais pas quelle capitale mondiale. Ce n'est pas pour plaire à ceux-là qu'on a sauté la subvention du carburant. Je ne saurais l'affirmer moi. En tout cas, le constat... En tout cas, Madame l'animatrice nous parle du FMI et de la Banque mondiale depuis le début de cette émission. Donc, s'il y a le carburant, la subvention a sauté, il faut tourner son regard vers Washington. Mais pourquoi il faut tourner son regard vers Washington? C'est-à-dire qu'ils ont pris cette mesure-là, à savoir de subventionner donc, le carburant, etc. Pourquoi aujourd'hui décident-ils d'enlever cette subvention-là? Il y a forcément des raisons. Purement économique. En purement tout cas, économique, moi, déjà, dans un premier temps. Purement économique. L'État n'arrive plus à supporter ces subventions. L'imputer à Washington, je n'en suis pas sûr. Moi, je l'imputerais plutôt à de mauvais choix économiques. Tout simplement, de mauvais choix plutôt politiques. Je l'impute à cela, mais je ne suis pas sûr, quel que soit le président d'un pays africain aujourd'hui, puisse quand même se mettre à dos sa population. Le fait que la subvention saute, est-ce que ce n'est pas une sorte de manipulation de la part des bailleurs de fonds? Il faut le reconnaître aussi. Mais effectivement, ça, c'est un élément qui est très important, qu'on ne devrait pas négliger. Effectivement, évidemment. Tout à l'heure, madame, à l'entame de l'émission, venait de faire mention de la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et tout le reste. C'est que ce sont des organisations capitalistes, purement capitalistes. C'est-à-dire que ces organisations-là font tout pour faire avancer leur économie. Qui ne gèrent que le profit. Donc, c'est des institutions qui sont là juste pour le profit. C'est ce que Karl Marx disait, c'est-à-dire qu'il y a le monde capitaliste et le monde socialiste. C'est-à-dire que nous, en fait, c'est quoi? Nous travaillons pour que ces institutions-là puissent s'enrichir. Et ça, tout le monde le sait. Voilà, mais pour le coup, les pays africains décident de s'aligner et de suivre. Voilà, c'est que la posture de Tinubu, vraiment, voilà, ça, c'est quelque chose qu'on peut quand même noter. En fait, mais il faut quand même ressasser un peu voilà, son profil. Qui est Tinubu? Tinubu, déjà, il ne faut pas oublier, hein, lorsqu'il a commencé à mettre un peu le pas dans la scène politique, il a été gouverneur de Lagos pendant beaucoup d'années, il faut le rappeler. Et je crois en 2007 ou 2006, 7 ou 8 par là, il avait un procès sur son dos en ce qui concerne la corruption. La corruption, oui, évidemment. De près de 140 millions de dollars. Vous imaginez? Donc c'est quelqu'un qui traîne des casseroles. Il ne faut pas aussi oublier qu'il a vécu aux États-Unis. Et là-bas, il a traîné beaucoup de casseroles en ce qui concerne les affaires des faux diplômes et de drogue. D'ailleurs, en 1993, il avait été, voilà, une partie de sa fortune avait été confisqué aux Américains. Vous voyez? Donc c'est quelqu'un, de mon point de vue, il ne peut que devoir l'allégeance aux grandes institutions. Il a déjà un passif. Il a déjà un passif qui n'est pas tout à fait. Voilà, justement, qui n'est pas négligeable. Et donc, du coup, je me dis que, voilà, effectivement, étant donné que nous savons aussi très bien que le pétrole nigérien n'est pas géré à 100% par l'État nigérien, parce que depuis la guerre du Biafra, qui a eu lieu de 1967 jusqu'à 1970, on se rend compte que voilà, le pétrole nigérien avait été pris en tenaille par des grandes puissances internationales. Donc, ce qui fait que les répercussions arrivent jusqu'à aujourd'hui. Je me suis amusé à regarder un peu les alternances qu'il y a eu au pays, c'est-à-dire au Nigeria. Depuis les années 1963 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes au moins à 16 alternances. Vous imaginez? C'est quand même beaucoup. Mais c'est que ça n'a rien changé à la donne. Pourquoi? Il y a toujours la mauvaise gouvernance. Mais tout simplement parce qu'il y a eu des alternances, mais il n'y a pas eu de l'alternative. L'alternative, c'est lorsqu'il y a une rupture paradigmatique. On se rend compte quoi? Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de présidents qui sont passés, mais les problèmes de Nigeria ne sont pas résolus. Pourquoi? Parce qu'on aurait déshabillé Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Donc, ça tourne autour du gâteau. On voit très bien que les problèmes sont toujours les mêmes, nonobstant que le Nigeria puisse être un grand pays, une grande puissance économique, ayant beaucoup de pétrole et tout le reste, mais la population n'arrive pas à sortir de l'auberge. Exactement, l'IDH est toujours aussi faible, la population toujours a du mal à se venir à ses besoins. Et c'est à ce niveau que je crois fondamentalement que le problème, ce n'est pas Tinubu ou quelqu'un d'autre qui viendrait qui régler peut-être le problème, mais c'est plutôt une réforme en profondeur. Structurelle, c'est-à-dire qu'il faut réformer l'économie structurelle, l'économie du pays, diversifier l'économie du pays et aller au-delà du pays vers des dynamiques sous-régionales d'abord, ouest-africaines, qui fait partie de l'Afrique de l'Ouest, puis
africaine au niveau régional. Moi, je pense que c'est surtout à ce niveau. En un moment, il a hérité... Le Nigeria est déjà dans... Le Nigeria prône une politique sous-régionale. Oui, oui. Non, puisque la CEDEAO, par exemple, est sur son sol. Depuis quand on nous... Depuis quand on nous... Non, mais je veux dire de vraies dynamiques sous-régionales, comme l'ASLECA, qu'on a toujours voulu mettre en place, la force africaine de réaction rapide. On nous parle depuis... même là, on est dans les projets, en fait. Non, je veux dire, de manière très concrète, c'est des projets qui dorment dans les tiroirs depuis des années. Je veux dire, si aujourd'hui l'Afrique doit être compétitive sur la scène internationale, si aujourd'hui le Nigeria, ce grand pays d'Afrique de l'Ouest, doit occuper son rang, ça doit passer d'abord et avant tout par des réformes structurelles en profondeur, puis l'intégrer dans une dynamique africaine, sous-régionale d'abord, régionale ensuite. Mais je ne suis pas sûr que c'est en restant sur les questions de personnes qu'on arrivera à régler la situation. Donc vous considérez qu'il est primordial que ces réformes aboutissent, que le président devrait tenir pas forcément ses engagements et aller jusqu'au bout de ces réformes? Les premières réformes, c'est celles qui émanent du peuple, je pense. Il faut écouter le peuple. Le peuple, à travers ses représentants à l'Assemblée nationale, mais surtout la société civile. Je pense que c'est aussi le point faible. Sauf que Tinubu met des œillères. Il ne veut pas écouter le peuple, justement. Il demande au peuple de ne pas manifester, il demande au peuple de se calmer, que les mesures vont être prises. Il a quand même pris quelques initiatives qui réduisent son salaire, qui réduit d'abord son cabinet, alors qu'il est le premier président qui a tellement fait monter les gens au sein de son cabinet, que c'est le plus grand cabinet présidentiel depuis la nuit des temps. Il faut comprendre ça aussi. Maintenant, il demande à réduire les salaires, à réduire le train de vie des ministères et tout. Mais il a le plus grand nombre de ministres, en fait. Donc, au début, il a pris des dispositions qui, aujourd'hui, ne l'arrangent pas. Donc, il faut qu'il soit courageux, vraiment courageux, pour avoir un langage franc vis-à-vis de ceux qui manifestent aujourd'hui. Et au lieu d'envoyer des gens les tuer. Courageux pour vous, peut être différent d'être de courageux pour monsieur qui dit qu'il faut mettre en place des réformes pour faire en sorte que l'économie puisse tenir à l'échelle régionale et internationale. Je suis entièrement d'accord avec lui. Mais être courageux, c'est écouter son peuple ou c'est mettre en place des réformes structurelles importantes? C'est d'écouter d'abord son peuple, de trouver la parade pour que son peuple soit bien nourri. À partir de cet instant-là, on a toute la latitude pour faire tout ce que... Mais c'est un peu le chat qui se mord la queue. Est-ce qu'il ne faut pas passer par là pour pouvoir permettre à son peuple de vivre correctement? Donc le peuple va demeurer dans la faim ad vitam, éternam peut-être, en attendant qu'on mette en place tous les... Mais il aura dit de serrer la ceinture. Oui, d'accord. Pour une énième fois, de serrer la ceinture. Donc le président se contente de caviar à midi. On a marre de serrer la ceinture. Et il demande aux Nigériens de manger la fatata. Non, c'est un peu ça. Il faut qu'on soit un peu clair. C'est-à-dire que la première des souverainetés au monde, c'est d'abord la souveraineté alimentaire. Évidemment, c'est clair. Le peuple a faim, le peuple n'a pas mangé, dites-vous que le peuple ne peut rien faire. Absolument. Même aller voter, le peuple ne peut rien faire. Il va falloir d'abord que M. Tinubu puisse résoudre d'abord ce côté-là. Ça, c'est un. Et puis deux, monsieur a dit tout à l'heure qu'il ne faut pas aller sur les personnes, mais il faut faire beaucoup plus, procéder sur les réformes institutionnelles. C'est ce qu'on venait de dire. Tout à fait. J'en veux bien, mais c'est que vous allez remarquer, les institutions sont là, mais ce sont les personnes qui les animent. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'idéal politique, vous n'avez pas de bonne vision politique ou encore la volonté politique, vous n'allez rien faire. Les institutions sont là. En fait, le problème en Afrique, ce n'est même pas les institutions. Les institutions sont écrites, mais ce sont les personnes. Qu'est-ce qu'elles font de ces institutions? L'applicabilité. C'est ça le problème. On vous dit, par exemple, aujourd'hui, vous êtes élu président de la République pour un mandat de 5 ans. Vous dirigez le pays une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. À la 4e année, déjà, vous êtes en train de réfléchir. À quoi? À quoi? Vouloir amender la Constitution, modifier la Constitution. Pourquoi? Pour se cramponner au pouvoir. Et lorsqu'on essaie de regarder le bilan, mais le bilan est tout à fait négatif. Ouais, oui, Jacques, c'est le problème. Donc aujourd'hui, le Nigeria, effectivement, Tinubu n'est pas une personne qu'on ne veut mettre de côté. Il est tout à fait comptable de la situation que vit le peuple nigérien aujourd'hui. Ce que je préconise avec Tinubu, c'est de mettre en stand-by ce qu'il a fait, ses réformes, de nourrir le peuple nigérien, et après il pourra passer à ses réformes. C'est d'instaurer... Mais est-ce qu'il a les moyens de nourrir sa population? C'est d'instaurer d'abord
sur le carburant, la subvention sur le carburant. Remettre la subvention sur le carburant, même s'ils n'ont pas les moyens, même si les caisses sont vides, ils n'ont pas les moyens de... Il faut qu'il fasse des efforts, il peut emprunter de l'argent. Il est d'accord avec le FMI et la Banque mondiale. Le FMI ne prêtera pas s'il ne... Mais il est d'accord avec le FMI et la Banque mondiale. Oui. Il doit leur parler, ou bien c'est pas des gens qui sont crédibles, c'est pas des personnes, c'est des machines. Au niveau de la Banque mondiale et du FMI, c'est des machines. C'est des personnes comme toi et moi. Il faut leur parler, il faut leur dire, donnez-nous quelques temps. Donnez-nous quelques temps. On va rétablir la subvention au niveau du pétrole, mais donnez-nous quelques temps et puis on revient à ce que vous voulez. C'est de ça que je parle en réalité. Je voudrais rebondir un peu sur ce que mon co-débatteur venait de dire. Il parle de la Banque mondiale, chercher des prêts, des aides, etc. et tout. Voilà le piège dans lequel nous tombons souvent, nous les Africains. C'est-à-dire qu'en plein 21e siècle, on a encore ces idées-là pour dire que bon, on doit aller chercher l'argent auprès de la Banque mondiale. C'est Tinubu. Pour international, ouais, Tinubu. Mais je pense qu'il n'a pas besoin d'aller chercher l'argent là-bas, d'autant plus que nous savons très bien, les aides ne font pas avancer les pays. Parce que celui qui vous aide, il vous ordonne. La main qui donne vous tient en fait. Vous voyez ? Et donc vous ne pouvez pas décider de votre propre volonté. Absolument. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est que nous avons besoin des dirigeants qui sont capables, comme je l'ai dit tantôt, c'est-à-dire qui sont d'abord courageux, décomplexés surtout, et qui ont une vision politique pour leur pays, tout simplement. C'est ça. En fait, je vais faire le parallélisme, après je vais vous laisser la parole. C'est que pourquoi aujourd'hui on apprécie les dirigeants de l'AES ? Non pas parce qu'ils sont peut-être des personnes providentielles ou encore, je ne sais pas, extraordinaires, non. Mais c'est par rapport au contexte actuel. En fait, c'est cette partie de l'Afrique-là qui est en train de rendre fière toute l'Afrique de manière générale. En tout cas, un Africain consciencieux et conscient du combat que portent ces dirigeants-là, je vous dis qu'il ne peut que les admirer. Donc, je pense qu'à un certain moment, il va falloir que nous procédons par une rupture, mais paradigmatique. Je sais pourquoi j'insiste. C'est une question de paradigme. Parce qu'on nous a habitués avec des alternances. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons le président X, on va aux élections, il gagne, démocratiquement élu, comme ils le disent souvent, et la personne Y prend le pouvoir et tout. Mais c'est qu'il n'y a pas d'impact, en fait. Il n'y a même pas d'impact. Moi, je reviens c'est que les réformes qu'ils vont prendre n'auront jamais impacté le panier de la ménagère. S'il vous plaît, un instant, je voulais dire rapidement quelque chose. Allez-y, rapidement, aussi, on donne la parole à monsieur. Aujourd'hui, il y a plusieurs pistes pour avoir de l'argent. Aujourd'hui, il parle de Banque mondiale, de FMI, mais il y a les BRICS qui existent aussi. Il y a les BRICS qui existent, il peut se tourner vers les BRICS. Et on a débattu ici sur ce plateau, on a vu que le Nigeria tapait à la porte des BRICS, où en est aujourd'hui leur adhésion aux BRICS. Il y a tout ça, il faut penser tout ça avant d'affamer le peuple. Parce qu'un peuple qui a faim, il n'existe pratiquement plus. C'est cela qu'il faut voir. D'après ce que je comprends, en tout cas selon vous, la solution sera forcément exogène en tout cas, concernant le panier de la ménagère. Évidemment. Alors, j'insiste sur le terme qu'il a employé. Au-delà de ces réformes dont on a parlé, systémiques, il faut des réformes paradigmiques. C'est là où je parle de réformes. Au lendemain des indépendances, quelqu'un disait, quand on vient vous demander de nous proposer des constitutions, il vous dit pour quel peuple? On peut avoir les meilleurs textes du monde, mais si on n'a pas les meilleurs hommes, ça ne sert strictement à rien. On parle de gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple. C'est à ce niveau que je parle de réforme. Un exemple concret. Moi, je suis pour le référendum citoyen. Ça, c'est concret. Je suis pour que l'on diminue partout les pouvoirs du président. On parle même d'hyperprésidentialisme. Les présidents ont énormément de pouvoir. Moi, je suis pour un mandat unique. De 8 ans, tu n'as plus le droit de briguer un deuxième mandat. Tu as l'obligation de travailler pour son pays. Donc, c'est à ce niveau que je parle vraiment de réformes en profondeur. Vous avez parlé tout à l'heure de certains pays que je ne veux pas citer qui rendent fière l'Afrique. Moi, pour moi, la seule initiative, les seules dynamiques qui rendent fière à l'Afrique, c'est l'union des États africains. C'est aller vers des dynamiques, comme je l'ai dit tantôt, régionales, sous-régionales, d'abord, régionales ensuite. C'est vraiment les États-Unis d'Afrique. C'est l'ère des grands ensembles. Vous avez parlé tout à l'heure de BRICS, on parle des États-Unis, on parle de l'élargissement de l'Union européenne. L'Afrique se divise, on sort de la CEDEAO, on sort de je ne sais pas quelle structure. Et on nous dit que ce sont des pays qui rendent fiers. Donc pourquoi, donc pour vous, l'exemple... L'AES, c'est vraiment du populisme. Parce que on parle de démocratie là, mais on a affaire à des putschistes. Et ça, c'est un peu compliqué pour moi qui suis démocrate à fond de m'asseoir et de discuter avec ces personnes-là. C'est un peu compliqué. Même en tant que journaliste, c'est un peu compliqué. Parce que je suis démocrate, ça je le répète ici,
Et c'est un peu, je le dis, je ne répète pas le mot compliqué, mais pour moi, c'est un peu compliqué de traiter avec des gens qui n'ont pas reçu l'onction populaire. Maintenant, ils peuvent faire leur populisme, ils peuvent parler, ils peuvent agresser, agresser en parole leurs voisins et tout, mais ce n'est pas le bon exemple en ce qui concerne l'AES. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, franchement, il faut que je. Oui, allez-y. Vous pouvez réagir. Il parle de démocratie, il taxe les dirigeants de l'AES de putschistes. J'en veux bien. Mais déjà, je vais vous rappeler. Ils sont putschistes. Non, j'en viens. Non, mais ils sont putschistes. Non. Reconnaissons qu'ils sont putschistes. Non. Après, pour le coup, je comprends si on nomme les gens de l'AES, les présidents de l'AES comme putschistes, il faut nommer certains autres. Olivier Guéma, il faut le nommer aussi putschiste. Il faut nommer certains autres présidents par le nom qui leur convient. En fait, c'est cette géométrie variable de la part de la France. Oui, il y a des putschistes et il y a des dictateurs. Ça existe. Il y a des putschistes et il y a des dictateurs. Non, mais j'en viens. Voilà. Vous avez parlé de démocratie, vous avez parlé des putschistes. Il n'y a pas de souci. C'est que la France, là où nous nous trouvons, est-ce que vous savez que la France, lorsque De Gaulle arrive aux affaires, lorsqu'il crée l'alternance de la 4e à la 5e République en 58, il est putschiste. Hein? Lorsqu'il chasse Pétain, il est putschiste. Et la France est restée en transition pendant, je crois, 11, 12, 13 ans. De Gaulle, il est putschiste, ça c'est un. Mais le putschiste, qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui a fait avancer le pays. Il arrive d'abord en France, il avait un idéal. Poser juste une question. J'en viens. Laissez-moi aller un peu au bout de ma réflexion. Lorsqu'il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il crée l'alternance de la 4e à la 5e République. Il crée l'ENA, École nationale d'administration. Aujourd'hui, toutes les élites qui dirigent le pays en France sortent de l'ENA, contrairement à ce que les gens pensent. Ils sortent pas de la Sorbonne. Ça, c'est De Gaulle. Il crée la Cour de compte. Il met en place la société pétrolière, qui hier, ça s'appelait Elf Aquitaine, aujourd'hui, maintenant, c'est Total. Il fait les intérêts de son pays. Et il met en place... Non, mais j'en viens. Non, mais c'est pour vous dire, mais c'est un putschiste. Oui, mais attends, il est putschiste par rapport à quoi? Par rapport à un état de fait. Mais De Gaulle avait... Par rapport à un état de guerre. Il a renversé Pétain. Il est venu, il a gagné. Mais il a renversé Pétain. Il a gagné une bataille parce qu'on était comparaison. Il a gagné une bataille parce que. Comment comparaison n'est pas raison? Comparaison n'est pas raison. Attendez, il a gagné une bataille parce que la France était en guerre. Pétain était allié aux Allemands. Le Sahel n'est pas en guerre. Mais Pétain était allié aux Allemands. Vous parlez de guerre. Donc le Sahel n'est pas en guerre. Non, mais attends, donc le Sahel en guerre, il faut des putschistes pour pouvoir balayer. Non, en fait, ce qu'il dit. Oui. Pour paraphraser, c'est que... Donnez-lui la part belle. Non, je ne donne pas la part belle. Allez-y, madame, ne vous dérangez pas. Non, du tout. Moi, je suis modératrice. Donc, ce qu'il dit, c'est que... Vous parlez d'état de guerre pour la France, mais vous refusez... Avec le nazisme. Mais non. Peu importe, on parle de terrorisme dans certaines zones, notamment dans les pays du Sahel, on parle de guerre. Tout à fait. Vous avez été sur le plateau à plusieurs reprises. Vous avez parlé de guerre, vous avez parlé de terrorisme. Évidemment, ça je le reconnais. Je me suis même déplacé dans les pays de l'AES. Appelons un chien un chien. Donc ça ne sert à rien de changer en fonction de là où on se trouve. Moi, il y a quelques années, justement, tous ont déploré ces moins considérables au Sahel en termes de matériel, en termes humains, en termes financiers, alors que le terrorisme gagne du terrain. Ça, tout le monde l'a décrié, personne n'a compris et personne ne cautionne. Mais ma question, c'était de savoir, dites-moi, quel est le régime militaire qui a prospéré en Afrique? Alors, dans le sens de l'intérêt des populations. Soit on vient pour, après changer la constitution, retomber dans le civil, organiser des élections, rester ad vitam aeternam, ou bien arriver avec un gouvernement de transition qui dure, qui perdure, qui perdure. Moi, je ne suis pas contre un régime, quel qu'il soit, dans la mesure où c'est l'intérêt des populations. Un régime militaire qui vient, qui change radicalement la vie des populations, qui met son pays sur la voie du développement, sur la voie de l'émergence, pour moi, il y a absolument... D'ailleurs, c'est l'équivalent des royaumes. Par exemple, vous avez posé la question de savoir quel est le régime militaire en Afrique. En Afrique, qui a donné des bons parmi ces pays surtout, en général, mais parmi ces pays. Le Muammar Kadhafi. Lorsqu'il renverse en 1969, le roi Farouk. Il renverse le roi Farouk, il prend le pouvoir en 69. Muammar Kadhafi, très jeune, il était à l'époque, je crois, 28 ans, 27 ans. Il met en place une bonne politique. Absolument. Et l'IDH de la Libye était très élevé.
Et les Libyens ne sortaient pas de leur pays. Est-ce que c'est un exemple qui vous convient ou pas? Pas du Oui, tout. moi ça me convient. Pas du tout. parfaitement. Pas du tout. Ça Pas vous du tout. convient? Oui, ça me convient. Ça vous Ça me convient? convient jusqu'à ce que les Occidentaux aillent le balayer à Tunis. Mais ça vous convient en tout cas. Vous Pardon, considérez aillent le balayer à Tripoli, pardon. Donc Non, un le régime débat- militaire peut C'est changer l'exception la vie des qui confirme la populations. règle. C'est l'exception qui confirme la règle. Oui, mais au-delà de ça, ce n'est pas vraiment le sens de ma question. Le sens de ma question, c'est de savoir, est-ce que ces régimes militaires, ou ces putschistes, comme on peut les appeler, ces hommes de tenue, est-ce que finalement, ils viennent pour mettre leur pays sur les rails, ou ils viennent pour leurs intérêts personnels? Est-ce que vous C'est pouvez un peu le répondre à sens cette de ma question aujourd'hui? Est-ce qu'on peut répondre Quand à je cette pose la question question, Par rapport- moi j'aurais aimé voir un régime militaire qui tient ses engagements, qui dit je suis là pour une transition de 3 ans, je laisse le pouvoir aux civils. J'ai Parce jamais que je vu suis ça. militaire. J'ai jamais vu un régime militaire qui vient qui dit donnez-moi 10 ans, je développe mon pays. Et il l'a fait. C'est très rare. C'est à ce titre que je pose la question. Vous savez, vous êtes africain, il est important qu'on revisite un peu l'histoire de l'Afrique. Rawlings au Ghana, il a eu à faire 2 coups d'État. Oui, évidemment. Le tout premier coup d'État, lorsqu'il le fait, il ne Il se a- pointe pas. Il a été allumé. Et voilà, il laisse. 2 ans après, il constate que non. Il dit si je laisse le pays va s'embraser. Il revient encore et fait un deuxième coup d'État. Pourquoi? Mais en fait, ce sont des leçons d'histoire que les Assimi Goïta, les Ibrahim Traoré, les Tchiani ont compris. Interroge Ils veulent le pas peuple. fragiliser On leur vous peuple. rendrez On peut compte parler que- d'Assimi Goïta, on peut parler Voilà. d'Ibrahim Traoré, En fait, mais ils ne sont celui pas du là. Niger, là, c'est vraiment Bon, c'est pas grave. le Ils ne putschiste sont pas, ils ne sont plus pas, simple, ils quoi. ne sont pas là lorsque vous les regardez. On peut les aimer ou pas, mais ils sont pas là pour faire leurs intérêts privés. Le seul Ils sont là indicateur, pour les intérêts le seul du peuple. indicateur, c'est de mesurer le Soyons conscients. niveau de satisfaction de la population, On le va- niveau de On développement, va le mettre le bien-être débat, de la on va mettre population. le débat Et quand, sur les AES. pour le coup, quand? C'est-à-dire que c'est la question. C'est-à-dire que Je suis désolé, mais au bout de 3 ans, on doit être capable de faire le bilan quand on arrive au pouvoir le bilan- même en bon. situation de guerre, Le bilan est bon. Vous parlez de quoi? Du Mali? Le bilan de est bon. tous ces pays. Mais lorsque vous prenez le Mali, par exemple, objectivement parlant, Vous dites que Donc- le bilan est bon. mais le bilan est bon. Les droits Et de vous- l'homme. et vous dites que le bilan est pas bon? Les droits de l'homme. Les droits de l'homme. vous dites que le bilan n'est pas Il n'y a bon, vous que les basez sur Maliens quoi? Oui, qui peuvent oui, diriger oui, le je suis pas bilan. malin, mais moi, je suis pas Est-ce que malien. l'indice de développement humain a augmenté au Mali? Est-ce que le pouvoir d'achat des Maliens a augmenté? Les droits Est-ce de qu'il y a l'homme. plus de sécurité au Mais- Mali? Est-ce que les Maliens Mais monsieur- mangent à leur monsieur, faim? il y a quelques- Et c'est valable pour il y a tous les autres quelques pays. années- Il y a quelques années, le Premier ministre Choguel Maïgal a dit on ne pouvait pas permettre, par exemple, à Assimi Goïta d'avoir l'accès à Kidal. Aujourd'hui, ils ont pu récupérer Kidal. Et qu'est-ce qui se 40 passe- à 60%. qu'est-ce qui se Non, passe mais j'en viens. actuellement? Non, j'en viens. Aujourd'hui, 40 à en 2024. 60% de leur territoire était occupé. Ils se sont bâtis bec quand même de pouvoir récupérer leur territoire. Mais les attaques ne vont pas manquer en Afrique parce que l'Afrique Et ce n'est pas représente le fini. Tout ce coffre qu'on fort. souhaite au Mali, De toutes au les richesses du Niger monde. et dans tous les pays africains, Oui. quels qu'ils soient, c'est que les pays deviennent stables. Oui, mais- C'est qu'il y ait Bien sûr. un réel développement, un réel impact sur la population. Et vous avez Mais totalement raison, on va avancer, mais est-ce que, pour reprendre, est-ce que votre condamnation n'est pas trop hâtive? je ne condamne pas, je ne juge pas. J'analyse. Est-ce que des votre condamnation faits. et votre jugement même n'est pas trop hâtive? Factuellement, je discute avec des Maliens, je discute avec des Nigériens, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient le même point de vue que vous, le même optimisme Non, ils que font vous la avez. lecture sous un mauvais prisme. C'est Oui, un oui, jugement. c'est pour ça que, en J'ai tout bien cas, envie- les points que vous avez donnés sont J'ai sont bien vrais, envie de c'est-à-dire vous que donner le numéro de téléphone. le retour des d'une leader populations, c'est malienne. eux les mieux placés pour Absolument, juger absolument. de l'amélioration de leur vie ou non. Vous Évidemment. avez totalement raison. C'est pour Évidemment. ça que moi, je remets la balle au centre. Ok. Est-ce que ce jugement que vous pouvez faire, vous, aujourd'hui, n'est pas trop hâtif? Est-ce qu'il ne faut pas... trop hâtif, est-ce qu'il ne faut pas attendre quelques années pour avoir des réels résultats? Ça fait Est-ce combien de que temps la lecture est bonne? Ça fait Donc- combien de temps ils sont au pouvoir Oui, au Mali? bonne question. Mais en tout cas, Ça fait Moi- combien de moi- temps je comme- remets vraiment comme- la balle au centre, à savoir, comme le oui, gouvernement civil, hein. oui, c'est le peuple qui dira. Et la question, est-ce qu'il ne faut pas donner le temps au temps? Moi, je C'est les questions crois que je pose. au temps, au délai. Ce n'est pas parce C'est que je important. suis sénégalais, mais je suis d'autant plus content et fier quand le président Macky Sall, pour la première fois, organise des élections et quitte le pouvoir. Là, il y a un principe qui est acté. Mais il n'est pas le seul, président sénégalais à avoir organisé les élections et à partir. Il n'est pas le seul. Il n'est pas Qui le l'a seul fait? président Voilà. Il africain, n'est vous pas voulez le dire? seul président. Qui l'a fait? Mais l'autre, comment il s'appelle Abdoulaye Wade, il a organisé les élections, il est parti. Il a voulu se représenter. Il s'est représenté. Mais c'est Il ce a que- été mais c'est- battu. mais c'est ce que C'est à l'autre ce a- titre que je le dis. Oui, mais c'est ce que Je l'autre dis, a fait. désormais, Oui. aucun président sénégalais ne peut plus se dire je vais faire plus de 3 mandats. C'est la première fois dans l'histoire politique qu'un En tout cas, président Macky Sall a ne tenté, dit je ne me Macky Sall a représente pas. tenté d'avoir un troisième mandat. Le raisonnement, c'était une Macky Sall similitude. a tenté d'avoir un troisième mandat. C'était Il une s'est similitude. Ça, battu c'est pour avoir un votre point troisième de vue. mandat.
Il allait s'en tenir. On est d'accord, on est sur des points de vue. Il allait juste à la CEDEAO pour avoir un troisième mandat. Que les Il allait juste à la CEDEAO pour avoir un troisième mandat. Leur mandat, faire 2 mandats, s'en aller de la même manière. Les régimes militaires En tout cas, Macky Sall n'est pas un doivent exemple. nous dire la transition, c'est au bout de 3 ans. C'est au bout de 10 ans, il n'y a pas de souci. Du moment où le peuple adhère faut à une certaine cela, transparence. il n'y a Et il y a une aucun adhésion. problème. Mais très souvent, Le message est passé. Je continue à une rater. année, 2 ans, finalement c'est 5 ans, finalement on ne sait plus. C'est ce qui arrive aux différents régimes militaires. C'est à ce propos que Non, je mais dis... le problème n'est pas celui-là. Pour finir. Le problème de fond, ce n'est pas parce qu'on est civil, parce qu'on est militaire, non. Le problème, c'est qu'est-ce que tu veux faire de ton pays? Qu'est-ce que tu veux lui donner? Est-ce que tu veux rendre le peuple libre, souverain et en sécurité? Voilà le véritable problème. Non. Sous d'autres choses, ça s'est passé. Ce sont des militaires qui ont pris le pouvoir. Rapidement pour souci des militaires. Rapidement pour chuter. J'aime un peu vraiment l'histoire. Lorsque vous prenez les États-Unis d'Amérique, aujourd'hui la grande puissance mondiale, comme on sait souvent, la première puissance militaire, bon, disons militaire, économique, etc. et tout, même si ça décline un peu. Mais les États-Unis, lorsque les 13 ex-colonies anglaises ont fait face à l'ancienne métropole anglaise pour fédérer leurs États. Mais c'était quoi? C'était un vieillard qui avait 82 ans, Franklin Benjamin. Autour de lui, il y avait des jeunes. Le premier avait 55 ans, c'était un général, George Washington, d'où le premier président. Le deuxième, c'était John Adams. Le quatrième, c'était Madison, les Jefferson, etc. Tout et tout. Mais ils ont donné le pouvoir à un militaire. Ça n'a pas dérangé, non? Non, c'est Donc les comparaison militaires n'est peuvent pas diriger raison le pays. une fois de Mais plus. non, ce n'est pas une question de comparaison, n'est pas raison. C'est une question d'objectivité et d'analyse politique, tout simplement. Parlons peu, parlons vrai. On va s'arrêter. On doit vraiment faire la coupure. Je voudrais juste conclure cette question pour dire que les pouvoirs militaires appellent toujours des pouvoirs militaires. Un coup d'État militaire appelle toujours un autre coup d'État militaire. Donc, on est dans ce schéma et ça va pas, c'est pas aujourd'hui, ça va cesser. On a vu des gens qui ont pris le pouvoir, mais qui ont fini par être écrasés. Comme Thomas Sankara aujourd'hui, dont on répète toutes les citations. Il était au pouvoir, il est arrivé par coup d'État, il est parti par coup d'État. Donc, pour moi, il faut retourner au fondement de la démocratie. Il faut organiser des élections et permettre des mais la démocratie, c'est quoi? Des personnes en train de facto le renouvellement des idées. La démocratie, c'est quoi? On va élargir le débat jusqu'à ce point. Mais non, puisque les spectateurs nous suivent, la démocratie, c'est quoi? On ne va pas élargir ce débat jusqu'à ce point. Mais c'est un concept qui est tout à fait creux en Afrique. La démocratie, c'est quoi d'abord? Du moment où on peut... Est-ce que vous savez, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Est-ce que vous savez, la démocratie telle qu'elle a été théorisée en Grèce, c'est qu'il y a 2 principes fondamentaux. Il y a l'isonomia et l'iségoria. Les hommes sont tous égaux devant la loi et la liberté d'expression. Est-ce que dans des pays où les présidents sont démocratiquement élus, il y a la liberté d'expression. On le combat. Les hommes sont tous égaux devant la loi. On combat ce président. Soyons objectifs. On combat ce président. Le cas du Cameroun. Pourquoi Macky Sall est parti? C'est parce qu'on l'a combattu, parce qu'il n'avait pas des idées démocrates à un certain moment donné. C'est comme ça. Mais tu mets un militaire, un autre militaire va venir prendre la place. C'est le cas de Ibé qui a pris la place de Damiba, qui lui a enlevé un civil au pouvoir. On aurait pu continuer comme ça. Mais en tout cas, que l'histoire nous a appris, pour conclure quand on rapidement, par les armes, on périt par les armes. Et c'est ce qu'il disait, un coup d'État militaire entraîne un autre coup d'État militaire, qui entraîne un autre coup d'État militaire. C'est à ce niveau que je pense qu'il faut France, il y a eu coup d'État militaire, renouveler les idées à travers les élections démocratiques. En France, il y a eu un coup d'État militaire. De Gaulle a pris le pouvoir, après il a concédé le pouvoir à Georges Pompidou. Comparaison, une fois de plus, on parle des pays africains. Mais on ne doit pas s'appuyer sur cet argument, à mon point de vue, qui n'a pas de sens. Comparaison n'est pas raison, mais il faut argumenter. On ne peut pas généraliser. On ne peut pas généraliser. Il n'y a que le temps qui nous donnera raison ou tort. Il n'y a que le temps qui nous donnera raison. C'est ce qui a fait. Le temps qui nous donnera raison, c'est d'éviter les coups d'État. Et encore une fois, tant qu'on évitera les coups d'État, on s'en sortira dans les pays. Je suis d'accord. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Vox Live. Nous allons faire une courte pause et puis on revient, une très courte pause. De retour sur le plateau de Vox Live avec nos 3 invités ici présents. Encore une fois, bienvenue à vous. Alors aujourd'hui, on s'intéresse au Nigeria, même si on a ouvert bien sûr le débat aux autres pays. Le Nigeria, le peuple a faim. Les manifestations contre la vie chère paralysent le pays. Alors oui, on a parlé des réformes structurelles pour certains, des réformes qui ne sont pas adaptées pour d'autres. Les manifestations vont de bon train. Il y a des morts, encore une fois, on insiste dessus, ça continue, malgré la prise de parole, l'allocution du président de la République, Tinubu. Mais mes enfants, il faut savoir que les manifestants parlent de
cherté de la vie, se battre contre la cherté de la vie, mais aussi pour la bonne gouvernance. Évidemment. Ils insistent dessus Sur parce la que bonne... l'un Mettre fin va avec mettre fin à l'autre. la mauvaise gouvernance du Nigeria. Exactement. Pourquoi, par exemple, C'est l'hashtag. il y a quand même une allumette qui a été lancée, en tout cas un feu qui a commencé à exploser. C'est concernant le jet privé du président, concernant les bateaux du président et pour les déplacements du président Tinubu. Donc ça, c'était un petit peu la goutte d'eau qui a fait que non, on ne peut pas mourir de faim, on ne peut pas nous demander de serrer la ceinture. J'insiste sur ce terme parce que c'est un terme qui est très employé. Serrer la ceinture pendant que les autres vivent pleinement leur vie. Donc oui, vous êtes... Oui, évidemment, Tinubu. Mais il faut dire que dans son allocution, il a dans la préparation des mesures pour satisfaire les manifestants, il a pris des mesures. Il a parlé de se soigner maintenant dans les hôpitaux nigérians. Il a parlé des avions qui devaient être carrément au sol s'ils n'aident pas à transporter les autorités. Il a pris des mesures très importantes qui peuvent faire des économies. Mais est-ce que cela suffit? Est-ce que cela suffit? Parce qu'aujourd'hui, malgré tout ça, le peuple nigérian a faim et le peuple nigérian meurt dans la rue. On parle de 7 à 13 morts. C'est énorme dans un pays, même 21 si... même dans le dernier rapport. Pardon? Exactement, pour les manifestations. 21 morts. 21 morts, d'après ce... Bon, c'est Amnesty qui le dit, mais le pouvoir... Oui, peu importe, que ça reste des morts. Donc il y a des gens qui meurent, et je trouve que Tinubu doit avoir assez de courage. Il doit remettre la subvention au niveau des prix de l'hydrocarbure. Pour vous, il devrait faire marche arrière comme l'a fait le président du Kenya. Oui, il devrait faire marche arrière comme l'a fait le président, passez-moi son nom. Ruto. Je suis d'avis. On gouverne pour le peuple. Donc, il n'y a pas d'autres alternatives si les populations descendent dans la rue, surtout vraiment pour des revendications très légitimes. On a faim, on a soif, on ne peut plus acheter du carburant pour rouler. Pour travailler, il faut savoir que le manque de subventions entraîne surtout des pertes d'emploi. Des pertes d'emploi. Nigeria, c'est un grand pays, un gros pays. C'est la première puissance Donc, africaine. si les hydrocarbures... C'est ce qu'on dit. Plutôt première. Si les hydrocarbures augmentent, au-delà du citoyen lambda, il y a les entreprises qui emploient des pères de famille, des mères de famille, qui mettent la clé à la porte. Donc, les conséquences sont assez nombreuses. À ce niveau, il n'y a pas d'autres alternatives. Donc, marche arrière pour le président et de satisfaire les revendications dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible, on est d'accord. Et j'aimerais insister sur un point, encore une fois, la jeunesse. Comme pour le Kenya, maintenant pour le Nigeria, c'est la jeunesse qui a décidé de s'organiser, de se lever et d'aller manifester. Encore. Oui, le changement passera par la jeunesse. Ils ont commencé sur les réseaux sociaux, ils se sont préparés pendant au moins 1 mois, 2 mois pratiquement. Ils ont commencé depuis le mois de juin à ce qui concerne le Nigeria. Ils ont été instigés par leurs amis kenyans. Et aujourd'hui, ils sont en train de réussir quelque chose d'important puisque le président Tinubu les écoute et va prendre des mesures. On espère qu'il ne continuera pas à aller devant pour se faire applaudir par les institutions internationales, mais il fera marche arrière pour trouver la solution. Vous en êtes convaincu qu'il fera marche arrière? Il écoutera cette jeunesse. Ouais, je suis convaincu parce que s'il n'écoute pas cette jeunesse-là, je pense que la jeunesse, effectivement, finira par prendre le pavé et ça risque d'entraîner beaucoup de grabuge au sein du pays et ça pourrait même compromettre son pouvoir. Et donc, je pense qu'il a tout à gagner vraiment en posant son oreille sur le cœur de cette jeunesse-là et entendre les battements de son cœur afin de venir un peu en aide à cette jeunesse-là. Sachant qu'il nous reste quelques années encore à gérer le pays. Je voulais rebondir sur un fait, puisque vous avez fait un petit parallélisme avec la jeunesse du Kenya et celle du Niger. Effectivement, vous allez remarquer que l'Afrique aujourd'hui, l'Afrique a un atout, qui est sa jeunesse. Parce que nous avons un grand continent avec une grande superficie de 30 millions de kilomètres carrés, avec 1,3 milliard d'habitants, et 75% de la population africaine est représentée par la jeunesse. Ce qui fait que quoi? Mais cette jeunesse a soif de liberté, soif de souveraineté, et a soif de pouvoir s'exprimer. C'est-à-dire que la jeunesse, qu'est-ce qu'elle reproche à ses dirigeants? Mais juste les conditions de vie, qu'elles soient améliorées. Tout simplement, il n'y a pas autre chose. La jeunesse ne demande pas ciel et terre, non. La jeunesse veut juste avoir le minimum. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé des 5 éléments qui me paraissent très fondamentaux. C'est-à-dire se nourrir, se loger, se soigner. La pyramide de Maslow. Exactement, se loger et se déplacer. Il n'y a que ça que le peuple africain a besoin. Mais aujourd'hui, vous avez des dirigeants qui semblent ne pas regarder les situations, mais font semblant de regarder ailleurs. Et ça devient un grand problème. Il va falloir que nos dirigeants
essaient un peu de faire marche arrière, écouter leur peuple, surtout pour le cas du Nigeria, pour que les choses puissent avancer un peu dans ce pays. Donc on va avancer, on est presque au terme. Bon, je suppose que vous êtes d'accord avec Jacques. Alors, durant les manifestations, des drapeaux russes et des messages pro-russes ont fait leur apparition, entraînant des arrestations de porte-drapeaux et plusieurs réactions de la part des autorités indiquant qu'ils ne tolèrent aucun autre drapeau que celui du Nigeria. Je cite, « Brandir le drapeau russe, c'est dépasser la ligne rouge ». Alors, quel message les manifestants ont-ils voulu envoyer en prenant les drapeaux russes? Les manifestants, je me rappelle encore pendant la crise ivoirienne, j'ai vu un leader de jeunes prendre le drapeau américain parce qu'il combattait les Français. Vous voyez, aujourd'hui, peut-être que les gens pensent que c'est l'Angleterre ou les États-Unis qui sont derrière le fait qu'ils ont faim. Donc, ils prennent le drapeau russe pour dire que nous, on a quelqu'un sur qui on peut compter et qui peut venir mettre de l'ordre dans notre région. Bon, dans notre pays. Si vous voulez, c'est une sorte de manipulation qui prend, puisque les drapeaux russes sont sortis. Qui prend et qui fait peur, en tout cas, évidemment, à l'État nigérien. Mais c'est extrêmement dangereux, je pense. Et c'est à ce niveau qu'il faut sensibiliser surtout la jeunesse africaine. On est en pleine manipulation. On n'est pas là pour remplacer Jean par Paul ou s'allier avec l'un et être contre l'autre. Le seul combat qui mène, c'est le combat nigérien. Le seul combat qui vaille plutôt, c'est le combat africain. C'est le combat contre la vie chère. C'est le combat, justement, pour le rétablissement plutôt des subventions. C'est le combat pour l'augmentation des salaires. Mais ce serait une erreur, je pense, de vouloir agiter un drapeau quelconque à part celui du Nigeria. Vous en pensez quoi, Jacques? Oui, moi la Russie te fait peur. Je suis... non, c'est pas une question de peur, je pense que... Non, lui, il appelle la Russie. Non, mais il est objectif. Il faut être citoyen. Exactement. Il faut être africain. Sur ce d'accord, exactement. C'est à ce niveau que je dis le seul drapeau qui vaille. Et je tiens à dire, il y a le drapeau russe qui a été brandi, mais il y avait aussi le drapeau malien. Moi, je suis que ce soit le drapeau, y compris d'un pays africain. Le seul drapeau dans ce combat, c'est un combat nigérien, d'abord et avant tout. Il n'y a que le drapeau. Et c'est ce que reprimandent les autorités, à savoir qu'il devrait y avoir que le drapeau nigérien. C'est une question de responsabilité. Je suis tout à fait d'accord avec monsieur. Pourquoi? Parce que là, il est dans l'objectivité. En fait, je fais partie de ceux qui pensent que même lorsque nous avons des problèmes dans nos pays, le premier drapeau que nous devons brandir, c'est d'abord le drapeau de notre pays. Il faut aimer son pays. Exactement. Pas chauvinisme. Pas chauvinisme ou bien pas. Et moi, pas chauvinisme, pas patriotisme. Pas patriotisme, pas par chauvinisme. Pas patriotisme. Non, c'est juste une question que je pose. Parce que le chauvinisme devient comme une sorte de flatterie. Voilà, elle n'est pas... le chauvinisme n'est pas le patriotisme en tant que tel. Voilà, justement. Donc, en fait, on devait d'abord brandir notre propre drapeau à nous. Ouais. Donc, si le Nigeria, aujourd'hui, le peuple est en train de brandir le drapeau russe, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que le Nigeria sera libéré que par des Nigériens. Absolument. La Chine, ce sont les Chinois qui ont libéré la Chine. Absolument. Les États-Unis, ce sont les Américains qui ont libéré la Chine. Voilà, un peu partout au monde. Et ça, c'est un message que vous adressez à toute l'Afrique. À toute l'Afrique. Donc, d'abord, on doit lutter d'abord nous-mêmes, par nous-mêmes, et comprendre qu'il n'y a que nous qui pourront faire à ce que les choses puissent avancer dans nos pays. Donc, on n'a pas besoin de brandir le drapeau d'un quelconque pays, prétextant que non, c'est ce pays-là qui viendra libérer notre territoire. C'est faux. Le message est passé, mesdames et messieurs. Nous sommes au terme de cette émission Vox Live, cette émission qui décrypte l'actualité. Merci à Jacques, merci à Armand, ainsi que Abdou. On se retrouve dès demain pour un nouveau numéro de votre émission. Merci, bye bye. Vox Africa. Vox Live, votre nouveau rendez-vous. Retrouvez-moi tous les soirs du lundi au vendredi à 18h30 GMT pour parler d'actualité africaine. Vox Africa.
Africa, la voix d'une Afrique fière.